Je veux une vengeance. Ils ont tué 5000 enfants, vous savez? Et ils ont gâché la vie de 5000 autres enfants. C'est horrible. Ils sont responsables. Et ils doivent payer. La pire catastrophe pharmaceutique de l'histoire a causé des difformités graves chez plus de 20 000 enfants dans 46 pays. Les historiens considèrent qu'une naissance, en particulier, a changé le cours de l'histoire. En 1961, à Hambourg, en Allemagne, Linde Schulte-Hillen, 23 ans, a donné naissance à son premier enfant. Son mari n'était pas avec elle à cet instant. L'endroit était très calme. Je me suis allongée, j'étais détendue, puis quelqu'un m'a murmuré à l'oreille. « Est-ce que votre mari est normal ?» Ça m'a tout de suite inquiétée et j'ai dit « Qu'est-ce qui est arrivé à mon bébé? Quelque chose ne va pas ?» Elle m'a répondu « En effet. » Elle a dit sans aucune émotion. « Oui, il a juste les bras courts. » J'ai demandé d'une manière très innocente « Ils ne vont pas continuer à grandir ?» Elle m'a répondu « Ils ne peuvent pas grandir, ses bras vont rester comme ça. » J'ai eu l'impression que j'avais été battue à mort. Un médecin a donné à la nouvelle mère un conseil amical. Faites un autre enfant. Oubliez celui-là. Jetez-le. N'y pensez plus. Peu de temps après, le mari de Linde est revenu et lui a révélé les mauvaises nouvelles qu'il lui avait cachées. 6 semaines plus tôt, sa sœur avait donné naissance à un bébé présentant les mêmes difformités. Il ressemblait beaucoup à notre enfant. Ça devait avoir été causé par la même chose, par le même problème. Il fallait trouver ce problème et continuer de chercher jusqu'à ce qu'on trouve. L'épidémie de bébés mal formés a commencé 5 ans plus tôt, le jour de Noël 1956, avec la naissance de la première victime. Dans la petite ville d'Aachen, en Allemagne, une mère a pris un nouveau médicament appelé thalidomide, développé par une compagnie pharmaceutique de la région, la Chemie Grünenthal. Comme plusieurs employés de Grünenthal, le mari avait donné un échantillon du médicament à sa femme enceinte. Le bébé deviendrait le premier des 6 enfants de la thalidomide à naître dans les années à venir, tous issus de parents travaillant pour Grünenthal. Mais la compagnie pharmaceutique a ignoré ces signaux d'alarme. Ça n'a pas poussé Grünenthal à agir. Grünenthal n'a mené aucune enquête. Ils n'ont pas parlé à la mère, ils ne sont pas allés à l'hôpital, ils n'ont pas regardé les rapports médicaux ni contacté les experts. Grünenthal avait eu plusieurs occasions de stopper le désastre, mais ils n'ont rien fait. 9 mois après la naissance du premier bébé mal formé, Grünenthal a lancé la thalidomide sur le marché allemand sous le nom de Contergan. L'équipe de vente agressive de Grünenthal, dont la devise était le succès à tout prix, a continué à promouvoir le médicament. Ils affirmaient que le Contergan était un sédatif sans danger, particulièrement pour les femmes enceintes souffrant de nausées matinales. Les ventes ont explosé et la thalidomide s'est hissée au 2e rang des médicaments les plus vendus après l'aspirine. Mais Linde Schulte-Hillen et son mari, Karl Hermann, étaient déterminés à découvrir ce qui avait causé la difformité de leur fils. Après plusieurs mois, ils étaient encore loin de trouver une réponse. Mon mari disait parfois « On n'y arrivera pas. Il faut abandonner. » Je répondais « On n'abandonnera pas. » Son mari contacte alors un professeur en obstétrique, le docteur Widukind Lenz, qui a été informé de l'existence de quelques bébés déformés. Mon père et le professeur Lenz ont parcouru l'Allemagne dans leur vieille Volkswagen et allaient dans les petits villages pour demander s'il y avait des enfants avec des jambes ou des bras trop courts. À l'époque, on cachait ces enfants dans les villages. Ils demandaient dans les restaurants, dans les bars, dans les postes de police et tout le monde répondait « Non, pas dans notre ville ». Mon père montrait alors une photo de moi en disant « Voici mon fils ». Je peux répéter la question?
Et soudainement, on lui répondait « Dans cette maison, il est arrivé quelque chose de malheureux. » Mon père allait cogner à la porte et dès qu'on lui ouvrait, il montrait ma photo en disant « Voici mon fils ». Il demandait s'ils avaient des enfants comme moi. Les gens éclataient en sanglots. À partir de là, les enfants de la thalidomide ont été exposés au grand jour. En Angleterre, la thalidomide était vendue sous le nom de Distaval par le plus grand fabricant d'alcool du pays, la Distillers Company. Comme en Allemagne, Distillers avait été informé de l'existence de bébés mal formés, mais avait été assuré par Grünenthal que le médicament était parfaitement sans danger. Louise Mason est l'un des 530 enfants de la thalidomide nés en Angleterre sur une période de 6 ans. Louise n'a appris les circonstances de sa naissance qu'en lisant l'autobiographie de son père, un best-seller. Je n'avais pas de jambes et pas de bras. Mon père a trouvé que c'était comme si des bourgeons de fleurs poussaient là, à la place de mes bras et de mes jambes. Il m'a regardé et il a dit « Mon Dieu, vous n'allez pas laisser ce bébé vivre? » Ils ont répondu « Oui. » Ma mère n'avait que 21 ans. Les docteurs lui ont conseillé de se débarrasser de moi et d'essayer de faire d'autres enfants. Après 11 jours à l'hôpital, Louise a été emmenée par ses parents dans une institution pour enfants handicapés où elle passera les prochaines 19 années de sa vie. Mais Louise a été chanceuse. Son père n'a pas demandé à un autre médecin de la tuer. C'est incontestable. Les sages-femmes et les docteurs tuaient les enfants mal formés dans les salles d'accouchement d'hôpitaux de Grande-Bretagne, d'Allemagne et probablement de partout ailleurs. Au Canada, en Saskatchewan, un autre bébé sans bras a été épargné par une famille modeste d'agriculteurs ukrainiens. Plusieurs années plus tard, Alvin Law apprit à quel point ses parents biologiques avaient été horrifiés à sa naissance. C'est surtout ma grand-mère du côté de mon père qui ne voulait rien savoir de moi. Elle a dit, « Tu ne vas pas ramener cet enfant du diable à la maison. Il est mal formé parce qu'il est maudit. » Le bébé sans bras a été laissé à l'hôpital après que les médecins aient dit qu'il n'aurait jamais une vie normale. Mais 6 semaines plus tard, Jack et Hilda Law, un couple âgé ayant déjà élevé leurs propres enfants, se sont portés volontaires comme famille d'accueil et ont rencontré Alvin pour la première fois. Je l'ai regardé et j'ai dit « Pas étonnant que personne ne veuille de toi. » Puis quand je suis retournée le voir, on avait fait sa toilette et on l'avait bien habillé. Il n'était pas mal du tout. Je n'étais pas du tout favorable à l'idée de l'adopter. Nous avions déjà élevé nos enfants. Mais c'était un bébé dont personne ne voulait. Que faire d'autre? Ça a plutôt bien tourné. Ma vie s'est transformée dès que Sophie et Peter, mes parents biologiques, m'ont abandonné. Ça a marqué un changement majeur dans ma vie. Parce que je suis allé vivre chez les Law, ma vie est devenue cette vie. À Cincinnati, en Ohio, un couple catholique profondément religieux ayant 6 enfants s'attendait à une autre naissance normale. À propos de l'histoire de ma mère, quand je suis née, personne n'était prêt à ça. Le docteur a dit « Joy, votre bébé n'a pas de jambes. » Alors elle m'a prise dans ses bras et a dit « Eh bien, Eileen est mon trèfle à 4 feuilles. » On m'a raconté que mon père a pleuré et qu'en rentrant à la maison, tous mes frères et mes sœurs ont été troublés. Et ils ont dit « Faites-la disparaître. » Quelqu'un a arraché ma couverture et a dit
Ce n'est pas un bébé. Ce n'est pas notre sœur. C'est ce qu'on m'a raconté quand j'étais enfant. C'était très dur. Eileen Cronin est l'un des nombreux enfants de la thalidomide née à Cincinnati, où la compagnie pharmaceutique américaine Richardson Merrill avait son siège social. Comme Grünenthal, Merrill affirmait que le médicament était sans danger, même pendant la grossesse. Et comme Grünenthal, elle n'avait aucune preuve pour corroborer ces affirmations. Merrill avait fait des démarches auprès de la Federal Drug Administration en 1960 pour autoriser la mise en marché de la thalidomide aux États-Unis. On lui a permis de faire des essais cliniques sur des patients. Ce n'était pas du tout des essais cliniques. C'était une campagne de marketing déguisée en essais cliniques. Originaire d'Australie, Michael Magazanik est avocat et ancien journaliste d'enquête qui a consacré des années à la recherche sur la catastrophe de la thalidomide. Merrill voulait que les médecins se familiarisent avec leurs médicaments. Comme ça, dès qu'ils obtiendraient leur approbation, les docteurs seraient prêts à le prescrire à tout le monde. Pendant cette période, Richardson Merrill a donné 2,5 millions de comprimés de thalidomide à des milliers de médecins aux États-Unis et au Canada. En Allemagne, la campagne publicitaire de Grünenthal a eu d'énormes retombées. Le président de la compagnie et tous ses dirigeants ont fait fortune du jour au lendemain, particulièrement Heinrich Müchter, le directeur de recherche. Durant la guerre, Müchter a été médecin nazi et a développé des vaccins qu'il testait sur les prisonniers juifs du camp de concentration de Buchenwald. Plusieurs d'entre eux en sont morts. Après la guerre, Müchter s'est joint à Grünenthal. 9 ans plus tard, il a inventé la thalidomide. Il recevait une prime pour chaque comprimé vendu dans le monde. Le médicament a eu un si grand succès que Grünenthal a fait fortune très rapidement. Heinrich Müchter recevait un pourcentage des profits et il est passé d'homme moyennement fortuné à homme si riche qu'il aurait pu s'acheter une nouvelle Mercedes tous les mois. En 1961, son pourcentage du chiffre d'affaires valait 20 fois son salaire. Il est devenu un homme extrêmement riche grâce à la thalidomide. On parle d'un homme avec un passé d'expérimentation médicale en temps de guerre, une personnalité forte et des revenus faramineux générés par la thalidomide. À quoi on pouvait s'attendre de lui quand il a appris que des dommages au système nerveux et d'autres effets indésirables avaient été observés? Ça ne me surprend pas que personne chez Grünenthal ne se soit empressé de mener une enquête, d'émettre des avertissements ou de retirer le médicament du marché. Au contraire, ils ont tenté d'en vendre le plus possible. C'est seulement quand les journalistes ont appris l'affaire et qu'ils s'apprêtaient à tout révéler que Grünenthal a enfin reculé. Le 28 novembre 1961, un jour après que le scandale de la thalidomide ait fait des manchettes en Allemagne de l'Ouest, Grünenthal a annoncé qu'elle retirait le médicament du marché. S'ils avaient retiré le médicament du marché avant, même aussi tard qu'au printemps 1961, ils auraient épargné la moitié des enfants. Les handicaps de Nico von Glasow n'étaient pas si sévères, mais enfant, il a eu beaucoup de difficultés à s'adapter à ses bras raccourcis. J'étais un enfant très timide. Je pleurais beaucoup parce que je tombais souvent et que j'étais incapable de me relever avec mes bras. Je me cognais toujours la tête. Grimper à un arbre ou faire du vélo était plus dangereux pour moi que pour les autres enfants. Je vivais davantage de la peur. Mais je crois qu'intérieurement, j'étais joyeux. En Angleterre, Louise Mason passait souvent plusieurs mois sans voir ses parents et ses 3 frères et sœurs. J'étais seule la plupart du temps. Mes parents avaient d'autres enfants. Ils ne pouvaient pas les laisser avec ma grand-mère parce que mon grand-père était malade. Alors, ils ont arrêté de me rendre visite.
Je rentrais à la maison 3 fois par année pour une semaine. Une l'été, une à Noël et une à Pâques. Chaque fois, je devais réapprendre à connaître mes frères et mes sœurs. À Yorkton, en Saskatchewan, les parents d'Alvin Law ont décidé que le meilleur moyen pour leur fils de s'en sortir serait d'utiliser ses orteils comme des doigts. Alvin a donc dû faire des tâches manuelles avec les pieds pendant des heures. Bien sûr, ne pas avoir de bras, ce n'est pas simple. C'est un handicap très complexe. Je mentirais si je disais que je n'ai pas énormément travaillé, que je n'ai pas souffert de solitude, de peur ou de frustration. Mais grâce à la force de caractère que mes parents m'ont aidé à construire, je n'ai jamais pensé que j'étais si différent. M'habiller n'est pas facile. Mais toute ma vie est articulée autour de ce principe. Est-ce que je veux qu'on s'occupe de moi ou est-ce que je veux pouvoir me débrouiller seul? C'est un vrai état d'esprit. Plusieurs personnes dans le monde ont des problèmes bien pires que les miens. J'ai un peu de difficulté à enfiler mes vêtements. Et alors? Dès que je me suis mise à utiliser mes orteils, mes pieds et mes jambes, j'ai cessé d'avoir un handicap. Aux États-Unis, il y aurait eu des milliers d'enfants de la thalidomide comme Alvin Law, si ce n'avait été de la prudence d'une femme. Dr. Frances Kelsey, médecin et pharmacologue né au Canada, venait d'intégrer la Federal Drug Administration lorsqu'elle reçut une demande d'autorisation pour la mise en marché de la thalidomide aux États-Unis. Ce médicament ne semblait pas poser de problème, mais j'ai eu le sentiment que quelque chose clochait dans les informations fournies. Ou plutôt, le manque d'informations. La demande venait de Richardson Merrill, l'une des plus vieilles compagnies pharmaceutiques des États-Unis, connue surtout pour son produit le plus populaire, les pastilles pour la toux Vicks. Merrill a fait beaucoup de pression. Ils ont contacté la FDA 50 fois, ils ont parlé au supérieur du docteur Kelsey, ils se sont plaints d'elle par écrit. Ils l'ont menacée de procès pour diffamation. Ils ont tout essayé, mais elle était déterminée. Elle s'est montrée incroyablement forte. Nous avons tous une dette envers le docteur Kelsey. Elle nous a permis de garder espoir pour l'avenir de nos enfants. En août 1962, le président John F. Kennedy a attribué la plus haute distinction civile américaine au Dr. Frances Kelsey. Le Dr. Kelsey a sauvé les États-Unis d'une épidémie de malformations comme celle survenue en Allemagne. Un jour, en rentrant à la maison, ma mère m'a dit « Bonne nouvelle, mon chéri, tu vas avoir des bras. » Impossible d'oublier un jour comme celui-là, non? Je pensais qu'on irait magasiner dans une boutique spécialisée, quelque chose du genre. J'étais désorienté. Mes nouveaux bras avaient des crochets. Ils étaient faits de métal, de plastique et de bois. Je n'avais pas le droit d'enlever mes souliers pour utiliser mes pieds. Vous vous rendez compte à quel point c'était bizarre? Ma vie est devenue étrange. La moitié du temps, j'étais Alvin Law, un enfant sans bras, et l'autre moitié, j'étais la pauvre victime de la thalidomide. Je ne savais plus qui j'étais. Je n'étais plus Alvin Law avec ses bras. Alvin Law n'a pas de bras, artificiels ou non. Pourquoi j'en aurais besoin? Il n'y avait aucune bonne raison d'utiliser ces bras artificiels. Pendant des années, je leur ai dit « Ça ne m'aide pas ». On m'a répondu « Tais-toi ». Aussi direct que ça. On sait ce qu'on fait, pas toi. La plupart des victimes de la thalidomide n'utilisent pas de membres artificiels, mais Eileen Cronin fait exception. Elle se sert de jambes artificielles tous les jours pour se déplacer. Je suis née sans jambes à partir des genoux. D'après ma mère, je me suis adaptée très vite aux jambes artificielles. Plusieurs problèmes peuvent être causés par des prothèses.
Qu'est-ce qu'on fait si on a une infection de la peau, par exemple, et qu'il faut enfiler sa jambe? Moi, je mets mes jambes artificielles et j'avance. Ce n'est pas toujours idéal, mais c'est ce que je fais. En mars 1967, le président et les 8 dirigeants de la compagnie pharmaceutique allemande Grünenthal ont été accusés de négligence criminelle, de lésions corporelles avec préméditation et d'homicide involontaire. Parmi les accusés se trouvait Heinrich Mückter, le médecin nazi qui avait fait fortune en inventant la thalidomide. Un autre des cadres dirigeants de Grünenthal était Otto Ambros, un criminel de guerre nazi connu sous le nom de « chimiste du diable ». Ambros a été condamné à 4 ans de prison pour ses crimes à Auschwitz. Mais après la guerre, le chimiste n'a pas manqué de travail. Il a été employé par la Dow Chemical, J. Peter Grace et l'armée américaine avant de devenir président du conseil d'administration de Grünenthal en 1971. Dans les années 1970, Grünenthal était donc dirigé par un homme condamné pour meurtre et esclavage à Auschwitz. L'homme responsable de l'embauche de criminels nazis comme Ambros et Mückter était Hermann Wirtz, le propriétaire de Grünenthal. Avant la Deuxième Guerre mondiale, Wirtz était membre du parti nazi de sa ville natale, un service pour lequel il a été généreusement récompensé par Adolf Hitler. Joseph Neuberger était l'avocat personnel d'Hermann Wirtz. Mais en décembre 1966, Neuberger a démissionné subitement pour devenir le ministre de la Justice dans la province où se tenait le procès. Le principal avocat de la défense de Grünenthal avait maintenant la responsabilité gouvernementale de superviser le procès. C'était plutôt douteux. En marge du procès, une entente secrète a été conclue entre le président de Grünenthal, Hermann Wirtz, et le gouvernement provincial. L'entente secrète n'a été révélée qu'à l'interruption subite du procès 2 ans et demi plus tard. En échange de l'abandon de toute charge contre son président et ses cadres, Grünenthal a accepté de payer une pension à vie aux victimes, d'un montant allant de 30 à 140 $ par mois, en plus d'un petit paiement forfaitaire. Mais pour pouvoir recueillir l'argent, les victimes de la thalidomide devaient accepter de ne plus jamais entreprendre de poursuites contre Grünenthal. En somme, le procès a été un vrai triomphe pour Grünenthal. Pendant que le Canada célébrait son 100e anniversaire en grande pompe en 1967, les familles des victimes de la thalidomide souffraient en silence. Quelques parents s'étaient suicidés, d'autres sont devenus alcooliques et certains souffraient de troubles psychiatriques graves. Les enfants de la thalidomide avaient maintenant l'âge d'aller à l'école, mais une question tourmentait les autorités médicales et éducatives. Quel type d'école devraient-ils fréquenter? Certains experts ont recommandé des écoles pour handicapés, tandis que d'autres ont conseillé le système scolaire habituel. À Yorkton, en Saskatchewan, les parents d'Alvin Law se sont heurtés à la réticence de leur école de quartier quand ils ont essayé d'y inscrire leur fils. L'école a dit « Il n'a pas de bras, il ne peut pas venir ici. Nous n'avons pas de programme d'intégration. » Mes parents ont répondu « Quelle intégration? C'est un enfant. Il doit apprendre et s'instruire. Il sait lire et écrire. Qu'est-ce que vous voulez de plus? » L'école a finalement accepté Alvin, mais rapidement, ce que ses professeurs craignaient et anticipaient est arrivé. Je suis rentré à la maison bouleversé parce qu'on m'avait traité d'infirme et je n'avais jamais entendu ce mot-là avant. On ne l'utilisait pas chez moi ou dans mon quartier. Mais à l'école, il y avait de nouveaux enfants. On m'avait traité d'infirme, alors j'ai couru jusqu'à la maison effrayé et ma mère m'a calmé. Je me rappelle qu'elle m'a expliqué que certains sont nés avec des cheveux noirs, d'autres avec des cheveux blonds et que moi, j'étais né sans bras. En Angleterre, 197 familles d'enfants victimes de la thalidomide poursuivaient Distillers, la compagnie britannique qui a vendu ce médicament. Distillers a fait une offre de compensation incroyablement basse, en spécifiant que toutes les familles devaient accepter l'accord si elles voulaient obtenir l'argent. 5 familles l'ont refusé. Elles étaient menées par David Mason, un marchand d'art londonien et père de Louise. J'ai subi une pression énorme. On a menacé de me tuer. J'ai dû avoir la protection de la police pendant un certain temps. Je recevais des appels et des lettres anonymes. J'ai reçu des menaces de la part de parents.
L'opposition de son père à l'entente, amplement médiatisée, a causé des problèmes à Louise au centre de soins. Avant, j'étais plutôt bien intégrée, mais après ça, j'ai été la cible de moqueries. Louise a échappé à l'hostilité de ses compagnons de classe quand son père l'a sortie du centre pour qu'elle participe à la promotion de sa campagne. On m'a utilisée comme emblème. La campagne de David Mason a porté ses fruits. La compagnie a dû verser aux parents des compensations 6 fois supérieures à celles offertes auparavant. J'ai payé le prix fort au niveau personnel. Mais si je ne l'avais pas fait, les thalidomédiens n'auraient pas reçu leur indemnisation. Alors je crois que ça en valait la peine. Contrairement à Louise Mason, qui n'a que rarement vu sa mère pendant l'enfance, Jan Schulte-Helen a développé un lien étroit avec sa mère dès sa naissance. Le soutien indéfectible de celle-ci et ses encouragements ont joué un rôle crucial dans son choix de carrière. Elle n'a jamais perdu espoir. Elle me disait que j'accomplirais tout ce que je voulais accomplir. Elle n'en doutait pas. Quand j'ai eu l'idée de devenir médecin, tout le monde m'a dit que c'était une mauvaise idée, que je ne devrais pas et que j'aurais de gros problèmes. Ma mère a dit, « Mon fils, si c'est vraiment ce que tu veux faire, tu vas y arriver. » Jan est maintenant médecin urgentologue en Suisse. Je ne considère pas mon état comme étant un problème majeur. Avant d'être un thalidomidien, je suis d'abord et avant tout un homme qui essaie d'être un bon médecin et un bon mari. Je suis un père, un mari, et j'ai des bras courts. C'est tout. Et si les gens ont du mal à m'accepter et à interagir avec moi à cause de ça, eh bien, c'est leur problème, pas le mien. Alors, laissez-moi vous présenter celui qui est devenu mon bon ami, mon très bon ami, Alvin. Allez, viens. Alvin, là, s'est retrouvé projeté à l'avant-scène lorsqu'il est devenu porte-parole pour les enfants handicapés dans sa province. I can be what I think I am, least I think I can if you let me. Au fil des années, Alvin est apparu de nombreuses fois dans des télétons partout au pays. Least I think I can. I think I can. Je ne suis pas meilleur que les autres handicapés, parce que je ne suis pas handicapé. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils regardent Alvin Law et se disent « Mon Dieu, ce qu'il peut faire avec ses pieds est formidable. » J'imagine que si on compare avec vos pieds, c'est formidable. Mais mes pieds sont aussi mes mains. Et je fais ça depuis toujours. Mes pieds ne sont pas formidables. C'est la seule chose que j'ai. Quand je prends une tasse et que je bois, les gens disent « Wow! » Mais non, c'est simplement ma façon de faire les choses. Je croyais que j'allais devoir entrer chez les sœurs. Je pensais que je n'aurais jamais de rendez-vous galant. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai eu beaucoup d'amis et beaucoup de plaisir à l'école secondaire, peut-être même trop. Avec mes amis, on se baladait en voiture, on cherchait des piscines, on nageait tout nu. Voilà ce qu'on faisait pour s'amuser. Je n'ai jamais eu de problème avec les filles. Je pouvais conquérir les filles gentilles, belles et intelligentes, mais jamais les blondes stupides. Et je voulais une histoire d'un soir avec une blonde stupide, mais je n'ai jamais réussi. Je n'avais pas remarqué qu'elle portait des lunettes. J'ai rencontré ma femme quand elle avait 16 ans. C'est peut-être parce que je manquais d'occasion que je suis encore avec elle. Elle était blonde, mais pas stupide. Pour plusieurs thalidomidiens, se retrouver au volant d'une voiture était la voie de la liberté et de l'indépendance. Louise Mason était déterminée à conduire, peu importe à quel point il était physiquement difficile pour elle de s'asseoir derrière le volant et d'attacher sa ceinture.
Mon professeur de conduite n'avait jamais enseigné à une personne handicapée, encore moins à quelqu'un qui n'a ni bras ni jambes. Mais j'ai passé le même test que tout le monde. Il n'était pas différent. Ça m'est venu naturellement parce que j'ai conduit des fauteuils roulants électriques toute ma vie. Une voiture est comme un fauteuil roulant, mais plus grand. Mes parents étaient les gens les plus pragmatiques que j'ai connus. Ils ont voulu que j'apprenne à conduire pour des raisons pratiques. Comme ça, j'allais pouvoir me promener seul, je ne dépendrais de personne pour s'occuper de moi, je n'aurais pas à penser à prendre un bus ou un taxi. J'adore conduire. C'est une des choses que je préfère au monde. La plupart des gens n'ont pas idée de la puissance de mon esprit. Mon esprit est puissant. Et il amène plein d'informations dans mon système. Et maintenant, mes pieds sont mes mains. Alors conduire, je prends ça très au sérieux. J'ai de grandes attentes. Je conduis avec un pied sur le volant. Quelle est l'excuse des autres conducteurs? Ils ont leurs deux mains et leurs deux pieds et ils conduisent quand même mal. Je n'arrive toujours pas à comprendre ça. En Allemagne, Nico van Glasso a su très jeune qu'il devrait choisir un métier qui ne nécessiterait pas l'utilisation de ses bras mal formés. À 5 ou 6 ans, j'ai commencé à tourner des films en Super 8 et à prendre des photos. J'ai vite compris que je ne serais jamais chef d'orchestre, ou peintre, ou même danseur. Je ne sais pas chanter, alors je suis devenu réalisateur parce que je ne peux rien faire d'autre. Pour réaliser son rêve, Nico a fréquenté des écoles de cinéma prestigieuses et a été l'apprenti du légendaire réalisateur allemand Rainer Werner Fassbinder, avant de réaliser lui-même plusieurs longs métrages à succès. Mais un projet l'intéressait tout particulièrement, réaliser un film sur la thalidomide. Le directeur de la télévision allemande a dit que je n'aurais pas le travail, mais que je pouvais réaliser un documentaire sur la thalidomide. J'ai mal réagi. On était à Cannes, et j'ai crié, et je l'ai insulté. Je lui ai dit, c'est pour ce travail que je postule, et ça paye bien. Pas pour être un foutu documentariste qui se fait mal payer. C'est un classique, donner le travail de seconde zone aux handicapés. Je suis rentré chez moi, et ma femme m'a demandé quel est le problème. Je lui ai dit qu'il voulait que je fasse un documentaire sur la thalidomide. Qu'est-ce que je connais à la thalidomide? Elle m'a regardé et m'a dit, Nico, c'est le temps de regarder le diable dans le trou du cul. Je ne sais pas à quoi ressemblent vos vies. La vie peut se montrer dure pour certaines personnes. Je le comprends. J'ai vu ce qu'est la vraie vie. En tant que conférencier, Alvin La a influencé des auditeurs en Amérique du Nord et en Australie avec son message d'espoir, tout particulièrement les 2 millions de jeunes qui l'ont entendu. Faire des conférences est la meilleure chose que j'ai décidé de faire. J'aide des jeunes. Ils ont besoin d'entendre quelqu'un leur dire que tout ira bien. J'en retire tellement de joie. Rien dans ma vie ne me rend aussi heureux que de parler aux jeunes. Rien. La prochaine fois que vous vous sentirez prêt à abandonner, si ça peut vous aider, souvenez-vous du drôle de gars qui jouait de la batterie avec ses pieds. Et surtout, rappelez-vous ma devise. Rien n'est impossible. Merci, à la prochaine. Alvin parcourt seul près de 160 000 kilomètres chaque année. Après 30 ans sur la route, son corps commence à présenter des signes de fatigue. Ça devient difficile de transporter tout ce matériel. Mon corps va s'user plus vite que le corps d'un autre à cause de tout ce que je lui fais subir. Je donne l'impression que c'est facile, mais je mets mon corps à rude épreuve. J'ai mal au dos et j'ai des marques sur les épaules à force de transporter mes bagages depuis 35 ans. Je n'ai pas vraiment d'épaule pour soutenir le tout. Je ne devrais pas faire ça. Je devrais avoir un Sherpa, quelque chose comme ça. Comment un gars sans bras peut se débrouiller tout seul sur la route? Je peux transporter mes propres valises grâce à des sangles. Je m'inscris à l'hôtel tout seul. Je loue des voitures. Parfait, mes clés. Merci, monsieur. Entre mes orteils, merci. Pourquoi je loue des voitures? C'est ce que je préfère.
Je ne prends pas de taxi. Étrangement, il ne s'arrête jamais quand je fais... Je voyage beaucoup, je me rends à l'aéroport, je vais à l'hôtel, je mange de la mauvaise nourriture, je conduis au milieu de nulle part, je reste coincé dans des blizzards en blâmant ma femme parce qu'elle me laisse me mettre dans des situations pareilles. Et je me dis que je ne suis pas assez payé. Je peux me plaindre longuement, mais ma femme me dit cette phrase fantastique. Chérie, si tu es fatigué de voyager, je suis certaine qu'un cubicule dans un bureau sans fenêtre perdu au milieu de nulle part pour faire un travail ennuyeux que tu détesteras en 5 minutes t'attend quelque part. Ça me calme toujours. En Allemagne, Nico von Glasso a dû surmonter son aversion envers les autres thalidomidiens quand il a décidé de réaliser un documentaire dans lequel il poserait nu pour un calendrier aux côtés de 11 autres victimes. J'ai fréquenté une école pour handicapés. Après en être sorti, je n'ai rien voulu savoir des autres thalidomidiens. Parce que j'ai fait le film Nobody's Perfect, j'ai été forcé de les rencontrer à nouveau et j'ai détesté faire ce film. Pourquoi? Je ne voulais pas me regarder. Nobody's Perfect a tout changé. Ça a changé mon regard sur moi-même. Ça a entièrement changé la communauté des thalidomidiens. Pour la première fois, ce n'étaient ni des avocats, ni des médecins, ni qui que ce soit d'autre qui se battait pour nous. On se battait nous-mêmes et férocement. Pour moi et pour tous les thalidomidiens, quelque chose a changé. L'énergie a changé. Nico von Glasso, Palladio-Film pour Nobody's Perfect. En 2008, Nico a remporté l'équivalent allemand d'un Oscar pour son documentaire sur la thalidomide. La famille du nom de Wörth est une des familles les plus riches d'Allemagne. Des milliardaires. Ils ont fait des montagnes d'argent avec le Contergan. Pourquoi ne nous donnent-ils pas un peu de cet argent? Pourquoi? On n'a toujours pas reçu l'argent. Au collège, Eileen est tombée amoureuse d'Andy, un étudiant diplômé en économie. Ça a été un coup de foudre, sans aucun doute. Mais j'avais déjà un copain. J'ai été immédiatement attiré par elle, par sa vivacité, son intelligence et son humour. On a aménagé ensemble et je suis tombée enceinte très rapidement. C'est arrivé très vite. Toute ma vie, j'avais eu peur d'avoir un enfant parce que je n'étais pas tout à fait certaine que ma mère avait pris de la thalidomide. J'étais paniquée. Je réalisais peu à peu que j'allais avoir un bébé. Je ne savais même pas si je pouvais avoir un bébé. Est-ce que le bébé allait avoir des jambes ou pas? Je ne savais même pas comment j'allais porter un bébé en moi. Et alors, quand j'ai passé une échographie, la technicienne a agrandi l'image. Elle a trouvé un pied, elle a fait une capture d'écran où elle a écrit « pied » dessus. Puis elle a trouvé un autre pied, une main, des doigts. Je pleurais. Tout le personnel s'est mis à applaudir. On savait qu'elle irait bien. Anya et Eileen sont meilleures amies. C'est facile de comprendre pourquoi Anya a voulu devenir danseuse de ballet. C'est quelque chose que sa mère aurait voulu faire quand elle était jeune. Oh, tu es tellement belle, Anya. Quand sa première femme, Sandy, est tombée enceinte, Alvin a eu peur de ce que le futur leur réservait.
Quand j'ai vu qu'il avait 2 bras et 2 jambes et 5 petits doigts à chaque main, je me fichais de savoir si c'était un garçon ou une fille ou autre chose. Ça n'avait aucune importance. C'était une sensation formidable. Il était mon fils. Tu veux recommencer? D'accord, c'est parti. Tu peux me la lancer? Je ne savais pas comment j'allais jouer à la balle avec lui. Ça m'inquiétait. Lui apprendre le golf ou à jouer au frisbee. Toutes ces choses qu'on veut voir notre enfant faire. Mais pas besoin de bras pour être un père. Pas besoin de bras pour l'aimer, pour être là, pour l'écouter. Pas besoin de bras pour être un père. Pas du tout. Malheureusement, trop de pères qui ont leurs bras ne le réalisent pas. Ne l'oubliez pas. C'est vrai. Il faut juste être présent pour eux. Ça m'a surpris. Aux larmes. Je ne suis pas triste, je suis seulement... Wow. Il est grand maintenant. Je m'ennuie de ce petit garçon parfois. Mais bon, c'est la vie, n'est-ce pas? Il est une personne normale. Sa personnalité est normale. Il n'y a rien qui cloche chez lui. Il faut juste apprendre à le connaître. Il ne faut pas le juger sur son apparence. Ce qu'il m'apporte est bien plus précieux que 2 bras. Il me donne d'excellents conseils paternels et il est un vrai modèle pour moi. C'est une personne remarquable. Que demander de plus? Louise Mason était mère monoparentale depuis 10 ans quand elle reçut une carte de Noël de la part d'un ancien amoureux. J'avais entendu dire que Louise n'allait pas bien. Je lui ai envoyé une carte de Noël et je suis allé la voir. Le feu s'est rallumé, si on peut dire. Il m'a embrassé pour me dire au revoir et j'ai eu des papillons. Je flottais sur un nuage. Il a quitté sa femme. Elle l'a aidé à charger ses affaires dans la voiture. Et il a emménagé ici. Nous sommes ensemble depuis. Voilà. Les thalidomidiens se comprennent. C'est très particulier. Louise peut faire un signe de tête et vous ne saurez pas ce qu'elle veut. Mais moi, je vais savoir tout de suite ce qu'elle pointe. Un signe de tête ou un mouvement. Et on se comprend. Les thalidomidiens se comprennent mutuellement. Comme si on avait un 6e sens. Ça me fascine de voir comment on communique ensemble sans même se parler. Honnêtement, je crois qu'on était faits l'un pour l'autre. Je me rappelle avoir pensé 28 ans, divorcé. J'ai un enfant, je perds mes cheveux, j'ai pris du ventre, je n'ai pas de bras. Quel bon parti! Et puis, je me suis dit, il faut que je change ça. C'est ainsi qu'Alvin s'est présenté à sa future femme, qui faisait partie du public d'une conférence. Je l'ai entendu parler pour la première fois lors de cette conférence et, croyez-le ou non, ça a changé ma vie. J'étais sur le point de prendre la décision de mettre fin à un mariage qui me rendait malheureuse. Je me suis dit, il a raison, la vie est trop courte. Je dois prendre des décisions pour moi-même. Tous ceux qui la rencontrent remarquent son sourire et tombent sous son charme. C'est ce qui m'est arrivé. Des amis m'ont dit que j'ai souri davantage le jour de mon mariage que durant toute ma vie. Je n'ai pas arrêté de sourire pendant des jours. C'était le début de la joie quand elle m'a passé cet anneau. Je le porte encore aujourd'hui. C'est indescriptible. C'est comme si toutes ces années de colère et de frustration avaient disparu en 5 minutes. Vous êtes toujours amoureuse de lui? Oui, on s'attache à lui. La vie n'est jamais... Elle a dépassé sa date de péremption, alors elle n'a plus le choix. Elle est coincée avec moi maintenant. Oui, je ne me fais plus siffler dans la rue. On a eu nos hauts et nos bas. On a vécu de bons moments, d'autres très difficiles, comme tout le monde.
Mais ça ne cesse de s'améliorer. Je sais que ça semble cliché, mais les choses sont de plus en plus faciles et amusantes. On me félicite pour ce que je fais. Mais je ne l'ai pas fait seul. J'ai eu mes parents, puis mes professeurs, puis je l'ai eu, elle. Ces 3 éléments de ma vie m'ont vraiment donné le courage nécessaire pour avancer. En Australie, Grunenthal et Diageo, la compagnie britannique qui a acheté Distillers, étaient co-accusés dans un recours collectif de plusieurs millions de dollars, basé sur le cas de Lynette Rowe. Originaire de Melbourne, Lynette Rowe poursuit la compagnie pharmaceutique Grunenthal. Grunenthal a tenté de faire entendre la cause en Allemagne, où elle n'a jamais été poursuivie avec succès. Mais aujourd'hui, la Cour suprême de Victoria a rejeté cette demande. La demande venait de la compagnie qui avait fabriqué la thalidomide, le pire médicament de l'histoire de la médecine. Si on l'acceptait, une femme sans sous, sans bras, sans jambes et ne parlant pas allemand devrait déménager en Allemagne pour 5 ans si elle voulait être entendue par la Cour. Diageo et Grunenthal sont devenus nos co-accusés. Grunenthal était prête à se battre jusqu'au bout et démontrait une attitude rigide, sans concession et sans remise en question. Distillers ou Diageo ont adopté une approche beaucoup plus compatissante. Dès qu'ils ont été convaincus du bien fondé de notre revendication, ils ont conclu une entente avec Lynn. Grunenthal n'a jamais payé un sou. Chaque jour de notre vie, nous avons dû affronter et surmonter les dommages que Grunenthal a causés à Lynn et à notre famille. Le montant de la compensation s'est élevé à plusieurs millions de dollars. C'était une somme suffisante pour offrir à Lynn des soins de première qualité pour le restant de ses jours. Ça a complètement transformé la vie des Rowe. Grunenthal a refusé de payer le moindre sou des millions de dollars de l'accord. Mais 2 mois plus tard, la compagnie a tenu une conférence de presse dans laquelle elle s'excusait auprès de ses victimes pour la première fois en 50 ans. Nous vous présentons nos excuses pour ne jamais vous avoir contacté d'homme à homme en 50 ans. Nous sommes demeurés silencieux et nous en sommes désolés. Ils se sont excusés pour une connerie du genre « Nous ne vous avons pas contacté » ou quelque chose comme ça. Ils ne se sont jamais excusés pour la souffrance qu'ils ont causée et ils n'ont rien payé pour leur tort. Ils ne se sont jamais excusés. Des excuses, ça vient du cœur. Leurs excuses venaient de leurs avocats. Nous vous prions de voir nos années de mutisme comme un état de choc silencieux causé par votre sort. Notre famille n'aurait pas pu tomber en état de choc silencieux. Chaque jour de notre vie, nous avons dû affronter et surmonter les dommages que Grunenthal a causés à Lynn et notre famille. Grunenthal est encore une compagnie privée. La famille Wurtz en est toujours propriétaire, comme en 1960. Aucun actionnaire ne lui demande des comptes. On estime que la fortune de la famille Wurtz s'élève à 2 ou 3 milliards d'euros. Cette famille ne ferait pas faillite ou ne deviendrait pas pauvre si elle décidait de délier les cordons de la bourse et de se montrer plus généreuse envers les survivants. Je ne veux pas seulement l'argent, je veux une vengeance. Je veux une vengeance. Ils ont tué 5000 enfants, vous savez? Et ils ont gâché la vie de 5000 autres enfants. Ils ont gâché la vie de 10 000 parents. C'est horrible. Ils sont responsables et ils doivent payer. Grunenthal ne fabrique plus de thalidomide et continue de refuser une compensation à la plupart des thalidomidiens à l'extérieur de l'Allemagne. Aucun survivant n'a l'impression d'avoir reçu des excuses acceptables. Grunenthal a refusé d'accorder une entrevue pour ce film. La thalidomide est un médicament facile à fabriquer et peu coûteux. Plusieurs gouvernements et compagnies pharmaceutiques la distribuent encore pour traiter la lèpre. Malheureusement, elle est principalement utilisée dans des pays qui, pour la plupart, n'exercent pas de contrôle pharmaceutique rigoureux. De sorte que des bébés mal formés continuent encore de naître. Malheureusement, il semble n'y avoir aucune limite au désastre de la thalidomide.